Le passé et le futur n'existent qu'en relation avec toi. Tous deux ne sont qu'un. C'est toi qui penses qu'ils sont deux. C'est ce qu'a écrit le poète et philosophe Rumi. Imaginez-vous, marchant sur deux fils tendus, deux mondes, oscillant d'un côté à l'autre, cherchant constamment l'équilibre. C'est ainsi que j'ai vécu une grande partie de ma vie, sur deux fils, entre deux cultures, deux identités, deux réalités. Je viens d'une famille biculturelle, française, mais avec des origines maghrébines. L'histoire de mes ancêtres est directement liée à l'histoire coloniale. Ce passé fait partie de moi, de la construction de mon identité, à la fois à travers la famille et l'éducation, mais aussi à travers le regard de la société. Car oui, la colonisation a créé un certain regard, parfois inconscient, que l'on peut avoir sur l'autre ou sur soi-même. L'exotisme, la sous-culture, l'injustice, la guerre, l'intégration. Des mots qui résonnent en moi depuis toujours. Pour beaucoup, c'est un héritage de souffrance et de discrimination, avec des mémoires de violence et d'exclusion qui perdurent, mais aussi des on-dit, des histoires sous-entendues mais jamais réellement racontées, comme celle de l'arrivée de mes grands-parents en France, que j'ai apprise par bribes, petit bout par petit bout. Analphabète, s'installant dans un grenier avec 3 enfants en bas âge, puis l'Eldorado, l'arrivée dans un grand appartement HLM. Un voisin pédophile, un autre alcoolique qui arrache les planches de son sol pour se réchauffer en hiver. C'était la seule famille arabe du quartier, qui plus est, algérienne, arrivée en plein milieu de la guerre d'indépendance. Alors on pourrait dire qu'on commence mal dans la vie avec ce genre d'histoire familiale, qu'elle me condamne, que j'ai forcément le même chemin que mes aînés. Et pourtant, je suis convaincue qu'elle me construit plus qu'elle ne me condamne. Ce dualisme, ces deux fils, créent une dynamique de revendication et d'affirmation, une résilience et une richesse culturelle m'ayant permis de définir ma place dans la société. Alors pour la définir, ma place, j'ai dû apprendre à connaître ma différence. Imaginez, une petite fille de 8 ans, française, mais vivant dans une petite ville du Var où elle est la seule à porter un prénom différent. Amina. Un peu trop mate de peau, les traits du visage et les cheveux différents de ceux de ses camarades de classe. Autant vous dire que ma différence, je l'ai constatée très tôt. Les questions de mes camarades me rappelaient constamment cette dualité. Mais pourquoi tu manges pas de jambon ? Et ça veut dire quoi, ton prénom ? Mais du coup, tu te sens plus algérienne ou marocaine ? J'étais jamais française. Ces interrogations m'ont fait osciller entre deux mondes, l'image de ces deux fils, distincts, un pied sur chaque, faisant presque un grand écart. Mais au lieu de me laisser submerger par ce sentiment d'isolement et de différence, j'ai choisi de célébrer mes racines et mon histoire. Je ne voulais pas être une colonisée. J'ai alors appris que mes différences, ce sont des richesses, un fil qui tisse des liens entre les cultures, entre les générations. J'ai alors constaté, avec cette prise de conscience, que mes richesses, que mes différences allaient pouvoir m'apprendre énormément de choses et surtout me permettre de définir cette place dans la société et de développer ma propre valeur. Alors pour tout cela, j'ai commencé par créer ma propre éducation, car au-delà de l'éducation parentale, il y a celle que je me suis construite. J'ai cherché à comprendre les cultures qui m'entouraient, à lire, à apprendre, à questionner. Quand nous nous forgeons notre propre éducation, nous cultivons notre autonomie intellectuelle,
Nous apprenons à chercher, à analyser et à critiquer l'information par nous-mêmes. Finalement, à développer notre propre sens critique. C'était un moyen pour moi de trouver mon équilibre entre ces deux fils et de commencer par en créer un troisième, construire un pont entre les deux autres. Alors vous aussi, vous pouvez construire ce pont en développant votre propre éducation. Vous pouvez par exemple vous abonner à différents journaux sur les réseaux sociaux, ce qui vous permettrait de diversifier les points de vue. Vous pouvez aussi regarder des documentaires sur des sujets qui vous intéressent et d'autres que vous ne connaissez pas. Ou vous pouvez encore traîner en bibliothèque municipale et choisir un livre, un peu au hasard. Car on ne soupçonne jamais la nécessité d'apprendre sur un sujet. Pour moi, c'était les lectures. Petite, je lisais énormément, ce qui m'a permis de développer un vocabulaire riche et une excellente intonation pour une petite fille de mon âge, à tel point que ça a créé une autre différence. Comme lors de ce spectacle de fin d'année en CE2. L'institutrice avait décrété que j'aurais le premier rôle, la narratrice de l'histoire. Et moi, je ne voulais pas. Je n'avais qu'une envie, c'était d'être l'arbre décoratif comme mes copines. Je suis rentrée très déçue à la maison. Je ne comprenais pas ce choix. Pour une fois, j'avais la possibilité d'être enfin comme mes copines et on me l'enlevait. Finalement, je me suis rendu compte en grandissant que cette élocution, cette facilité de lecture, mes connaissances me permettraient de déconstruire les préjugés que l'autre a sur l'arabe, d'être prise au sérieux. Car oui, quand on est une femme d'origine maghrébine, on doit prouver des choses que d'autres n'ont jamais eu à prouver, afin d'être prise au sérieux. Finalement, l'éducation, c'est la connaissance. Et ça, je m'en suis rendu compte car l'éloquence, la culture générale m'ont permis d'avoir un poids concret dans ma vie personnelle comme professionnelle. Encore aujourd'hui, elles m'aident lors de négociations complexes dans mon travail ou lorsque j'accompagne des jeunes ou des moins jeunes dans leur préparation pour des concours, des entretiens ou divers projets personnels et professionnels. Cette éducation, cette connaissance, c'est connaissance de mes origines, de ma culture, de mon histoire, de la culture du monde qui m'entoure, mais aussi la connaissance de moi-même. Tout ceci pour déconstruire le regard erroné que l'autre a sur moi et le regard erroné que je pouvais avoir sur l'autre aussi. Alors cette connaissance, elle s'est aussi développée à travers le gain d'indépendance. Je vous parlais plutôt de cette petite fille de 8 ans qui a grandi dans le Var. Eh bien, en plus d'être différente de par ses origines, elle avait aussi des parents divorcés et est devenue un peu plus tard orpheline de père, lui demandant d'acquérir une indépendance et de grandir plus vite que les autres. À 8 ans, je veillais chaque soir à ce que mon petit réveil multicolore soit bien à l'heure pour le lendemain matin. Je me préparais seule, prenais mon bol de céréales seule, mettais mon cartable seule, puis allais à l'école, seule. Alors que mes camarades pleuraient devant le portail car ils ne voulaient pas dire au revoir à leur mère, la mienne était partie au travail depuis 5 heures du matin. Alors l'indépendance est venue tôt pour moi, mais elle peut arriver à n'importe quel âge. Que vous ayez 20 ans, 40 ans, 60 ans ou même 90 ans, l'indépendance, elle n'est pas que financière. C'est surtout, et même avant tout, affirmer vos idées et les comprendre. Développer votre sens critique. Faire de meilleurs choix. Alors sortez, cultivez-vous, rencontrez-vous, voire même indignez-vous, comme disait Stéphane Hessel. Se libérer d'une pensée toxique, donner une chance, un rêve, une passion, apprendre à dire non. Savoir faire les choix,
dont vous avez vraiment besoin pour évoluer en tant que personne, développer votre propre valeur et surtout, en ces temps, comprendre vos idées. C'est ça, être indépendant. Alors l'accomplissement des choses par soi-même m'a poussée finalement à découvrir, à voyager, à créer, à rencontrer. D'abord, via les associations humanitaires, en créant une à l'âge de 13 ans et en continuant mes engagements au fur et à mesure des années. Mais aussi via divers projets que j'ai menés et qui m'ont permis de faire des rencontres de tous horizons. Comme celle de Delia Mae, une adolescente vivant dans les bidonvilles de Cebu, aux Philippines, que j'ai rencontrée lorsque j'y ai vécu quelques mois pour une mission. Au gré de nos discussions, elle m'a montré un regard différent sur le monde et la société. Elle a chamboulé mon regard. L'échange, ça laisse une marque en nous. Une stimulation émotionnelle et intellectuelle. On partage du temps, une discussion, un sourire ou une larme. Des rêves, des passions, des histoires, des valeurs, tout ceci semble anodin, mais pourtant, il y en a de moins en moins. Chaque personne croisée m'a offert une pièce du puzzle de ma compréhension du monde et de moi-même. En partageant nos expériences, nos luttes, nos réussites, en écoutant l'autre, en comprenant son histoire, nous renforçons notre propre équilibre. Ce fil qui se tisse entre les deux autres devient de plus en plus solide. Alors je sais ce que certains d'entre vous sont en train de se dire. Ce n'est pas si facile de partager et de rencontrer d'autres personnes. On ne nous accueille pas forcément quand on ne vient pas du même environnement ou de la même catégorie sociale. Tout ceci n'est pas faux. Mais chacun d'entre nous a la possibilité de provoquer ces rencontres. Vous pouvez aller à des after-work sur des thèmes qui vous intéressent, des rencontres de professionnels, vous investir dans des associations, proposer une balade à votre voisine un peu âgée. Et commencer par ouvrir votre monde aux autres. Reconnaître que n'importe quelle personne dans l'univers est susceptible de vous enseigner ce que vous ignorez aujourd'hui. Vous pouvez aussi détacher votre regard du téléphone dans les transports. C'est ce qui m'est arrivé un soir, alors que je vivais à Londres depuis quelques mois. J'étais bloquée dans le métro. J'ai détaché mon regard du téléphone, souri à mon voisin et me suis mise à discuter avec lui. C'était un scénariste de 70 ans qui se rendait à l'avant-première d'un film au cinéma des BAFTA. Après une courte discussion, il m'a proposé de me joindre à lui, puisqu'il était seul, sa femme, comédienne, était en représentation à Los Angeles. J'ai accepté. Ça semble fou de se dire qu'à 22 ans, j'ai accepté de suivre un homme de 70 ans rencontré 10 minutes plus tôt dans un métro. Bon. Ce soir-là, j'avais décidé d'écouter mon instinct, qui me disait d'y aller. Et j'ai eu raison. Car ce fut le début d'une amitié intergénérationnelle et l'ouverture à un monde que je ne connaissais pas. Finalement, si tout ce que je viens de vous partager a permis de développer ma personne, ce qui me définit aujourd'hui et qui s'incarne à travers tout cela, c'est la liberté. J'ai compris que toutes ces étapes de la vie m'ont donné un accès à ma liberté, celle que je me suis construite et que j'ai comprise au fil du temps. La liberté, c'est avoir le choix. C'est faire la différence entre ce que l'on reçoit et ce que l'on choisit de devenir. C'est marcher sur ces différents fils, affronter tous les vertiges, presque tomber, et finalement continuer
à marcher. C'est décider de ne pas se laisser enfermer dans une seule identité, une seule voix, une seule version de soi-même. Alors j'aimerais vous partager l'exemple ultime de la liberté incarnée, qui résumerait tout ce que je viens de vous dire. Une liberté incarnée par une femme, Taous, ma mère. Fille de paysans, analphabètes et extrêmement pauvres, ayant fui la famine dans leur village algérien touché par la guerre. Ils n'avaient plus de vivres, car les soldats français urinaient sur la nourriture pour s'assurer que les villageois ne nourrissent pas les membres du FLN. Elle est née en France le jour de l'indépendance d'Algérie. Quelle ironie! À la maison, personne ne pouvait l'aider dans les devoirs, et encore moins lui parler littérature, musique, théâtre ou art. Elle a donc décidé de développer son éducation en lisant, en allant chaque semaine à la bibliothèque municipale emprunter des livres gratuitement. De cette façon, elle a peu à peu développé son propre sens critique. Elle a bataillé pendant 1 an pour pouvoir faire des études supérieures, car son père le lui refusait catégoriquement, estimant qu'une femme devait se marier et avoir des enfants, et non étudier et travailler. Elle a voyagé aux 4 coins du monde et vécu seule, à l'étranger, alors que c'était vu d'un très mauvais œil par son entourage. Elle a excellé dans son métier, devenant extrêmement perfectionniste car, comme je vous le disais plus tôt, en tant que femme d'origine maghrébine, elle a dû faire 2 fois plus que n'importe qui d'autre pour qu'on la prenne au sérieux. Via tous ses choix, souvent difficiles, elle a pris son indépendance face aux habitudes familiales et à la société. Elle a créé sa liberté. Tout compte fait. Il est essentiel de reconnaître que ce sont nos choix qui façonnent notre parcours, même si ça peut être plus difficile pour certains d'entre nous que pour d'autres. Comprendre finalement qu'il faut embrasser ce pouvoir de choix qui nous permet de tisser un avenir prodigieux et une liberté authentique. Merci.